Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette première rencontre organisée dans le cadre du quartier général dédié au théâtre durable à la MC 93. Bonjour Baptiste Morisot. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Donc je vais vous présenter brièvement, même si je pense que beaucoup de personnes dans cette salle vous connaissent déjà. Donc vous êtes philosophe, l'une des figures majeures de ce qu'on appelle les pensées du vivant. Et dans ce champ, vous tracez un sillon singulier. Donc vos réflexions portent principalement sur la manière dont on pourrait repenser et renouer d'autres relations que la domination et l'exploitation, avec des formes de vie non humaines. Et puis un sillon singulier aussi parce que vous êtes un philosophe de terrain. Vous ne pensez pas seulement sur le vivant, mais avec lui. C'est probablement dans la série d'entretiens réalisés avec Richard Guettet pour son podcast Bookmaker, qui vient de sortir, que se cache la meilleure définition des enjeux de votre travail. Et je vous cite, « Vivifier une culture des luttes, tisser une culture du vivant ». Alors à la fin de ce même podcast, vous dites avoir clos un premier chapitre de votre œuvre, consacré, je viens de le dire, aux relations entre humain et vivant hors de lui, et que vous allez ouvrir un autre chapitre dédié aux relations entre l'humain et le vivant en lui. Ce fameux premier chapitre dont on va parler aujourd'hui, c'est 10 livres en 10 ans, plusieurs terrains. D'abord sur la piste animale, que je pense les personnes ici connaissent peut-être le mieux. Et puis un autre, qui n'est pas forcément séparé, mais auprès des luttes, différentes formes de lutte et différents collectifs qui sont humains mais aussi interespèces. Et puis très récemment, vous avez ouvert un nouveau terrain encore, qui est celui du droit, puisque vous sortez la semaine prochaine un tract chez Gallimard qui s'appelle « Le principe d'habitabilité » et que vous avez coécrit avec un juriste, Laurent Néret. Je voudrais, pour commencer cette rencontre, faire peut-être un petit point de décor philosophique, puisque vous comparez souvent notre époque à un autre moment de grand bouleversement, qui est celui de la Renaissance, où tout a dû être repensé à la fois politiquement et intellectuellement. Et vous dites aussi que, face à la réalité de la crise écologique, les cadres de pensée modernes dont nous avons hérité montrent à la fois leurs limites et leur toxicité. Alors c'est une grosse question posée comme ça, mais peut-être que vous pourriez nous donner un exemple de concept dont on a hérité et qui est plus du tout opérant aujourd'hui. Oui, absolument. Déjà, bonjour, je suis ravi d'être là. Je suis un peu intimidé parce que la partie n'est pas égale. Vous êtes beaucoup plus nombreux dans votre équipe que dans la nôtre, mais nous, on a des micros, par contre. Puisque tu m'invites à commencer tout de suite par de la philosophie, allons-y, Franco. Il n'y a pas de problème. Je suis, moi, toujours ravi d'explorer des idées. Le premier point qui me semble important dans cette affaire, c'est la question de qu'est-ce que ça veut dire la nécessité d'un renouvellement en philosophie. C'est vrai que j'évoque le moment de la Renaissance, on peut évoquer les Lumières. L'origine de ce parallèle n'est pas de moi, c'est John Baird Callicott, un grand philosophe américain assez peu connu, qui a été traduit et publié en français par Wild Project, une maison d'édition marseillaise, et qui est l'un des pères fondateurs de l'éthique environnementale. Et il écrit ces phrases qui moi, me frappent. Je crois que je dois avoir 26-27 ans. Moi, je sors d'une thèse en philosophie à l'ENS, désespéré de la philosophie, et un peu en général aussi. Parce que j'ai le sentiment que la forme de philosophie qu'on me propose, elle fait totalement sens pour les praticiens de l'histoire de la philosophie qui s'épanouissent dans le fait de commenter, expliquer des grands textes, mais moi je ne m'y retrouve absolument pas. Et j'ai le sentiment que il y a une sorte de fin de l'histoire en philosophie, on est plus nécessaire. Je vois aussi la très grande vitalité des sciences humaines et sociales parallèlement. C'est aussi le grand moment où l'anthropologie fournit des grands penseurs, et qui sont aussi des philosophes, en fait, au sens où ils proposent des grands concepts. Et c'est un moment où je doute vraiment de la philosophie. C'est un moment où je veux devenir romancier. Grâce à Dieu, ça n'est pas arrivé, puisque c'est assez mauvais ce que j'écris. Et je lis Callicott, et il écrit cette phrase. Alors, pardonnez-moi, je vais l'écorcher. Je vous dis ce dont je me souviens. Il dit
la philosophie comme jazz d'ascenseur, ce qui est devenu son destin académique. C'est vraiment trop brutal comme diagnostic, hein, mais on comprend ce qu'il dramatise la situation, n'est plus nécessaire aujourd'hui. Nous sommes à l'orée d'un moment où nous avons à nouveau besoin de philosophes pour contribuer à former l'image de la Terre dont les sociétés vont avoir besoin pour traverser la crise écologique et climatique qui est la nôtre. Et là, je me dis, voilà, du travail. Et il y a cet enjeu de renouvellement qui est pour lui reconstructeur. Donc, il fait une analyse assez approfondie du moment déconstructeur, postmoderne, et il appelle à un moment reconstructeur en philosophie, en s'appuyant sur la pensée de John Dewey, un grand philosophe pragmatiste. Et je crois que ce qui capture à ce moment-là, c'est qu'en effet, sous l'angle de la pensée écologique, sous l'angle de la pensée de nos relations avec le monde vivant, il y avait un besoin structurel, fondationnel de refondation, et à certains égards analogue à la Renaissance ou à l'époque moderne, au sens où, pour moi, ça implique une redéfinition complète de ce que c'est que l'humain, et surtout de ses usages de la Terre, c'est-à-dire de l'économie. Et donc les basculements qui sont appelés sont ceux des grands basculements d'époque. Et basculer d'où ? Eh bien, c'est la deuxième partie de votre question, basculer depuis la modernité. La modernité tardive. Alors, c'est compliqué cette affaire parce qu'on ne sait jamais ce dont on parle quand on utilise ce concept. Moi, je vais faire mon coming out, je ne suis pas latourien, même si j'adorais Bruno et j'étais profondément ami avec Bruno. J'ai lu Bruno Latour très tardivement. Par contre, il y a un concept de lui que je mobilise très spontanément et qui me semble très bien, c'est le concept de moderne. Les modernes, il le dit de manière un peu cavalière, c'est nous, c'est un certain héritage. Et à mon sens, l'un des grands enjeux, c'est comment hériter de la modernité. Moi, j'appartiens à une tradition de pensée qui est, je vais peut-être me griller définitivement, mais je ne suis pas un révolutionnaire du point de vue philosophique. Je ne suis pas conservateur non plus, je suis politiquement assez radical, mais du point de vue philosophique, je ne connais pas de monde qui ait, du jour au lendemain, changé d'ontologie, qui ait renoncé à la totalité des manières de penser et faire le monde, simplement par conversion. Le monde se transforme toujours par des bifurcations d'héritage. Et la grande question, c'est de quoi on hérite de la modernité et qu'est-ce qu'on refuse ? Ou pour le dire autrement, qu'est-ce qu'on décide de garder et qu'est-ce qu'on veut défaire ? Et ça, c'est une question qui est assez fascinante pour moi. Moi, j'appartiens à une tradition qui n'est pas anti-moderne. Je ne crois pas que la pensée systémique qui dirait tout est pourri, il faut tout balancer, me semble très immature politiquement. Moi, je pense qu'on est face à une tâche de pensée beaucoup plus difficile, qui est de faire passer finement le scalpel dans les héritages modernes entre ce qui mérite d'être défendu, parce que ça a généré des effets d'émancipation qui sont réels, et ce qui mérite d'être dépassé, voire complètement refermé. On reviendra à la question de l'humanisme, parce que ça, c'est pas quelque chose que vous jetez à la poubelle, justement, mais peut-être quand même cette question de nature, elle est un peu embarrassante. Et pour mettre les pieds en plein dedans, pourquoi se débarrasser du concept de nature et lui préférer celui du vivant ? J'en peux plus de cette question. Mais il faut que je réponde à nouveau, et je vais répondre différemment. Donc déjà, le formuler comme tel, c'est une construction que je ne reconnais pas. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas qu'il faille substituer le concept de vivant au concept de nature. Déjà, pour une raison très simple, c'est qu'en termes d'extension, ça ne vise pas la même chose. La nature, dans la tradition moderne, c'est tout l'univers moins l'humain. Le vivant, c'est beaucoup plus petit. C'est la biosphère. La Lune, c'est de la nature, mais c'est pas du vivant. L'univers cosmique, c'est de la nature, mais c'est pas du vivant. La croûte terrestre, c'est de la nature, mais c'est pas du vivant. Moi, je dis... donc, moi, j'ai deux arguments spécifiques, précis, qui sont, d'un côté, le concept de nature
est franchement il est difficile à sauver, quoi. Je l'adore, hein. Moi vraiment j'ai pas de problème avec ce mot, mais il est difficile à sauver parce qu'il charrie tellement de malentendus. Enfin, je veux dire, c'est naturalia, la nature. La nature, c'est quelque chose dans lequel on se ressource. Enfin, c'est 2500 ans de piles de concepts, de sédimentation qui ont été complices justement des pans de la pensée moderne qui, à mes yeux, doivent être réformés. Donc moi, ce que je dirais plutôt, c'est que le concept de nature ne peut plus être utilisé innocemment. Il peut bien sûr être utilisé, et je crois même que ça m'arrive de temps en temps. Non, mais parce qu'on y tient, en fait. Et oui, bien sûr. Et en plus, il a d'autres histoires qui sont très belles. Donc, moi, ma position, on ne peut plus l'utiliser innocemment, et on ne peut plus l'utiliser comme la modernité l'a utilisé. Par exemple, on ne peut plus faire un colloque qui s'appelle « L'homme et la nature ». C'est pas possible, vraiment. Dans aucun monde, c'est possible. Je suis désolé. Donc ça, c'est ma première thèse. Et ma deuxième thèse, c'est, par contre, il y a un objet politique qui est un attracteur fondamental et qui n'a pas, à l'époque en tout cas, mais aujourd'hui encore, qui n'a pas trouvé sa place dans le champ de l'attention collective politique. Et c'est le vivant. Et notamment parce que le vivant... Grammaticalement, c'est très tranquille. En fait, on est dedans. On ne peut pas ne pas être dedans. Le dualisme, comme réflexe de pensée moderne, est très puissant et il a une logique grammaticale qui veut que, par exemple, quand on utilise le concept de nature, on ne peut pas être dedans. Quels que soient les efforts, même si on dit avec Shakespeare, nous aussi sommes de la nature, ou avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, nous ne protégeons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. La grammaire est plus forte que nous. C'est une des premières leçons qu'on apprend quand on fait de la philosophie. Au début, quand on est jeune, on croit qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut avec les mots, on va pouvoir inventer des concepts. Mais la grammaire est plus puissante que nous, la langue est plus puissante que nous. Et donc, premier élément très fondamental dans le vivant, c'est que le vivant est tout de suite inclusif par rapport à nous. Et ça change en cascade toute une série de conséquences. Et le deuxième élément qui est fondamental, c'est que le vivant, c'est quelque chose qui est fondamentalement fragile. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est concerné par sa propre existence. Voilà. Là, je suis fasciné. Je crois que c'est Isabelle Stengers qui dit ça la première fois, avec ses coups de génie qui la caractérisent. Elle dit un ouragan ou une tornade n'est pas concerné par sa propre existence. Mais le moindre vivant est concerné par sa propre existence. Donc dès qu'on est engagé dans des enjeux de défense, pour moi, par exemple, je vous le dis aussi grammaticalement, protéger le climat, l'une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas, il y a le lobby fossile, je suis bien d'accord, mais c'est aussi parce que ça n'a pas de sens. Le climat n'est pas concerné par sa propre existence. Vous ne pouvez pas protéger le climat. Vous pouvez protéger les sociétés humaines des bouleversements climatiques, vous pouvez protéger le monde vivant du bouleversement climatique, mais protéger le climat, c'est... Et donc, ça c'est le deuxième point. Et je peux faire un troisième point ? Le troisième point, c'est qu'il y a l'héritage moderne de la nature qui est problématique. Donc, la nature moderne, c'est un réservoir de matière sans intériorité disponible pour essentiellement l'extraction au service de l'abondance et de la sécurité pour les sociétés humaines. Voilà. 4 siècles de définition de la nature moderne, c'est essentiellement ça. Mais avant ça, la nature prémoderne, notamment la nature renaissante, celle dont Caroline Merchant dit qu'elle est morte dans La mort de la nature, c'est une nature qui est holistique, qui est une nature avec une majuscule, et c'est une nature qui est normative, c'est-à-dire qui nous dit comment il faudrait vivre. Donc ça, c'est un thème qui court depuis la Grèce antique, mimesis fuseos, il faut mimer la nature, naturam sequi, il faut suivre la nature en latin. Vous retrouvez ça chez Montaigne, vous retrouvez ça partout. La nature vous dit ce qui est bon. Et d'ailleurs, dans la langue française, on a encore les échos de ça, c'est la formule contre-nature. Quand on dit de certaines orientations sexuelles qu'elles sont contre-nature, on réactive ce schéma suivant lequel la nature nous dit comment il faudrait vivre. Elle a une composante transcendante. Transcendante et donc dominante sur les formes que doit prendre la vie. Et donc, aujourd'hui, par exemple, vous voyez, ce courant est réactivé chez, par exemple, les penseurs constitutionnalistes américains qui disent, le wokisme a échoué, c'est la fin, c'est l'apocalypse. Il faut revenir à la nature. La nature nous dit comment vivre. Alors, c'est la famille protestante.
Et par ailleurs, c'est écrit dans la Bible. Donc tout va bien. En plus, ça a été traduit. Cette figure-là de la nature aussi, pour moi, elle est vraiment problématique. Pour une raison assez simple, c'est que, si je le dis un peu rapidement, et c'est très schématique, mais il y a ce moment important dans l'humanisme, qui est une manière de raconter l'humanisme, c'est de dire, à un moment, les sociétés humaines refusent de se voir imposer de manière paternaliste ou même maternaliste comment elles doivent vivre depuis une autorité transcendante, qui était Dieu ou la nature, et elles assument la responsabilité de se donner à elles-mêmes leurs lois. Et l'aboutissement de ça, c'est de se le faire sous la forme démocratique, de se donner collectivement à elles-mêmes leurs lois. Et c'est-à-dire, non, la Bible ne nous dira pas comment vivre, et elle ne dira pas à ceux qui veulent vivre autrement qu'ils ont tort et que ce qu'ils font est contre nature. L'un des instruments qui permet ça, c'est justement le caractère normatif transcendant de la nature. Et moi, j'appartiens à une tradition de pensée qui ressent profondément qu'à ce moment-là, l'humanisme a fait quelque chose de fascinant. C'est qu'il a refusé, pour se libérer, pour s'émanciper d'autorités transcendantes, il a dû détruire sa foi en l'existence de quelque chose de plus grand que nous, de plus grand que l'humain. Et ça, ce que ça donne dans l'humanisme, c'est qu'est-ce qui est vraiment le plus grand pour l'humanisme, c'est les humains, quoi. C'est l'humain. Alors l'humain avec sa rationalité, l'humain avec sa faculté critique, l'humain avec sa liberté, ce que vous voulez, mais c'est toujours l'humain. Pourquoi ? Parce que si quelque chose est plus grand que nous, ça a autorité sur nous. Mais pour moi, ce raisonnement est faux. En fait, il y a une nuance qui change tout, c'est qu'il y a des choses qui sont plus grandes que nous, mais qui ne nous dominent pas. La vie, par exemple ? Exactement. La vie, par exemple. La vie sur Terre est plus grande que nous, mais elle ne nous domine pas. Et elle n'a pas autorité sur nous. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on fait n'importe quoi. Elle n'a pas autorité sur nous. À aucun moment, pardon, ça c'est dans le concept de vivant, pour que vous compreniez où je vais, parce que j'ai fait un détour. Dans le concept de vivant, il y a ça. Le vivant, au sens de la vie sur Terre, l'aventure de la vie depuis 3,8 milliards d'années, est plus grand que nous dans le temps. Imaginez, on a 315 000 ans, nous, Homo sapiens, c'est dérisoire. Les modernes, c'est 4 siècles. La vie sur Terre, c'est 3,8 milliards d'années. Le vivant, vous le décrivez parfois avec une métaphore qui est celle du tissu, d'interdépendance, de relations dans lesquelles l'humain serait pris aussi. Pour continuer à passer ce petit scalpel là très finement entre les choses qui nous aident pas à penser et d'autres qui nous aident un peu mieux à penser ce qui nous arrive, de quel imaginaire des relations avec le vivant il faudrait qu'on essaye de se débarrasser ? J'en ai cité quelques-unes en intro. Oui, bien sûr. Mais il y en a un qui m'intéresse, parce que c'est infini. Et si je fais un catalogue, on s'en sort pas. Non, il y en a un qui m'intéresse particulièrement. En plus, ça a activé des débats malheureusement assez stériles, des controverses assez stériles. Je suis fasciné par Donc, je reprends. Le tissu du vivant, donc c'est la biosphère à l'échelle fonctionnelle, c'est-à-dire la diversité des formes de vie qui, dans leur activité interdépendante, rend la vie possible pour tout le monde, d'accord ? Donc, par exemple, là, vous inspirez, les molécules de dioxygène que vous inspirez, nécessairement, ont été fabriquées par un organisme photosynthétique. Il n'y a pas d'autre source de dioxygène sur Terre. Donc là, on est dans une pièce, on ne les voit pas, c'est extraordinaire, cette scène. Il n'y a pas de verre, mais ce que vous inspirez et qui vous permet de vivre quelques minutes de plus a été littéralement fabriqué par un phytoplancton, un arbre, un végétal quelconque. Ça, c'est l'interdépendance. Et ça, c'est plus grand que nous. Mais ça ne nous domine pas. Moi, je ne suis pas du tout une personnalité, j'ai pas de sensibilité mystique, mais par contre, j'ai un sens il y a des choses plus grandes que moi. Et en plus, je trouve ça très agréable. Mais par contre, ça c'est le côté anard, je veux pas que ça me domine. Et coup de bol, le vivant remplit ces critères. Donc voilà, ça vous explique pourquoi je m'intéresse à ça. Cette question des interdépendances, donc. Tissu d'interdépendance, et qu'est-ce que ça nous dit des relations qu'il faudrait dépasser à l'égard du vivant. Donc,
Je vous prends un exemple, peut-être qu'on en parlera après, mais c'est pas grave. Concept qui me fascine, c'est le concept de production. Le concept de production, il est fascinant parce qu'il appartient à l'économie politique de la modernité tardive, aussi bien dans le cadre capitaliste que dans le cadre communiste. Et le concept de production, comme schème de relation, il y a une définition que je trouve extraordinaire chez Philippe Descola, dans le Part de la nature et culture. Il dit, la production, donc, pour mettre en scène le paradoxe, je rajoute 2 phrases. Aujourd'hui, on parle, mais je veux dire dans nos ministères, dans les cabinets ministériels. La semaine dernière, je discutais avec l'ONF, avec les directeurs généraux de l'ONF, l'Office national des forêts. Je leur parlais de ça, justement. Dans nos documents officiels, dans les ministères de l'économie, on parle de production agricole pour l'agriculture. Okay, on parle de production sylvicole pour la récolte du bois. On parle même de production pour la Pardon ? La mise d'eau en bouteille. Ouais, la commercialisation de l'eau en bouteille. Production, qu'est-ce que ça veut dire ? Définition descolienne, il y en a plusieurs, mais celle-là, elle est intéressante parce qu'elle dit bien les choses. La production, c'est une opération par laquelle une individualité bien constituée projette son intériorité sur une matière indéterminée pour lui donner forme et ce faisant la faire exister comme un objet qu'il peut s'approprier et échanger. Ah, c'est génial. J'ai rien compris. Ah bon ? Quelqu'un, un humain, projette son intériorité sur une matière indéterminée. Donc le modèle, ah oui, peut-être que pour comprendre, le modèle, ça vient de la philosophie grecque antique. Le modèle originel dans l'action technique, c'est le moulage d'une brique, okay, ou c'est faire un pot. D'accord, l'argile, ça ressemble à une matière indéterminée. Vous avez imaginé votre pot, vous imposez à l'argile la forme du pot. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une forêt ou si vous avez rencontré un paysan, une paysanne, mais ça ne marche pas vraiment comme ça, en fait. Je veux dire, il n'y a personne qui a donné forme aux arbres. Les arbres, ils existent depuis 400 millions d'années. Et ça va très bien, merci. Aucun forestier n'a jamais produit d'arbres, n'a jamais produit de bois. Ce qui produit du bois, c'est des dynamiques écologiques et évolutionnaires. C'est des organismes qui ont inventé la photosynthèse il y a 400 millions d'années, alors qu'on était un poisson, littéralement. Et qui ont inventé la lignine et la cellulose, certaines molécules et certaines formes de cellules qui leur permettent de monter. En fait, l'homme occidental moderne considère qu'il est le principal producteur sur Terre. Exactement. Alors qu'en fait... Producteur de la subsistance, voilà. Il y a des cas où je suis d'accord qu'on produit. Par exemple, vous avez dans une usine Boeing, et là, il y a de la production. Ça ne me choque pas. Mais par contre, en agriculture, en sylviculture, à chaque fois qu'il s'agit de subsistance, il n'y a pas de production. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un schème pour penser le monde industriel. Et ensuite, on l'a rebasculé sur nos rapports au monde vivant. Et donc, on parle de production agricole là où on ne produit pas. Alors, je dis pas ça pour insulter le travail paysan. Je suis au compte. Moi, je bosse beaucoup sur le terrain avec des paysans, des paysannes. C'est vraiment un travail incroyable, au sens de dureté. Mais je leur dis volontiers, il y a beaucoup de labeur paysan, mais c'est pas de la production. Alors, j'essaie de leur proposer le mot coproduction. Alors, au début, je voulais pas déjà, parce que je trouve que dans coproduction, c'est même pas juste, parce que ça fait comme si c'était 50-50. Mais c'est pas 50-50. C'est pas vrai. C'est comme si, imaginez, vous tous, vous passez des années à peindre une fresque immense sur la totalité de ses surfaces. Non, vous passez des millions d'années à peindre une fresque immense. D'accord. Et moi, j'arrive et je prends un stylo et je fais une trace là et je dis OK, on a coproduit, c'est 50-50. Maintenant, on va le vendre. Mais bon, j'ai mis de l'eau dans mon vin parce que je pense que ne serait-ce qu'arriver à ce basculement terminologique pour que... donc quand je parle de coproduction, vous avez compris que je parle de coproduction multispécifique. L'agriculture, c'est de la coproduction multi-espèces. Et c'est des milliers d'espèces non humaines et quelques humains. La foresterie, c'est de la coproduction multispécifique. Et donc là, alors les paysans, paysannes, ils ne veulent pas utiliser ce mot. Donc je fais mes ballons d'essai, je leur dis qu'est-ce que vous en pensez ? Ça pourrait être pas mal. Ils ne veulent pas l'utiliser, je ne sais pas pourquoi.
Par contre, on n'est pas à l'abri qu'à l'ONF, à un moment, ils se mettent à l'utiliser. Ce que ça montre aussi, c'est que contrairement à ce qu'on a fait dire à Darwin, c'est que en fait, dans le vivant, les espèces, elles collaborent davantage qu'elles luttent les unes contre les autres. Oui, il y a cette dimension-là qui est... En fait, c'est assez profond, ça, parce que... Donc, bien évidemment, le monde vivant, dans les dynamiques évolutives et écologiques, il y a des formes de conflit, bien évidemment. Il y a aussi beaucoup de formes d'entraide. Il y a toute une gamme de relations qui est extrêmement riche, souvent assez ambivalente. En vérité, on n'a pas les métriques en écologie des communautés pour arriver à bien comprendre qu'est-ce qui est symbiotique, mutualiste, commensal, prédateur dans une interaction. C'est très complexe. Les modèles originels, ils viennent de l'économie. Donc, par définition, c'est pas bien foutu de penser le monde vivant. Et ils font des plus et des moins. Vous voyez, qu'est-ce que c'est prédation ? C'est plus pour le prédateur, moins pour la proie. Qu'est-ce que c'est mutualisme ? C'est plus pour l'un, plus pour l'autre. En vérité, les relations, même d'entraide, sont très complexes. Mais le point de mon affaire, c'est que la coproduction de multi-espèces, je ne sais pas comment dire, elle est même pas de l'ordre de l'entraide au sens moral du terme. Là, on bascule vers le côté alien du monde vivant. Nous, quand on imagine... oui, c'est vrai, j'ai pris la métaphore de la fresque, on voit quelque chose sous la forme d'une collaboration volontaire, intentionnelle. Le vivant, depuis 4 milliards d'années, produit le monde, produit les conditions, il ne faut pas que j'aille trop vite, d'habitabilité de la Terre, mais à ma connaissance, sans intention, sans conscience et sans... c'est pas par gentillesse, quoi. C'est le modus operandi spontané de la vie sur Terre. En fait, la question qui se pose dans tout ça, c'est comment l'humain il renégocie sa place dans ce vivant. Vous avez parlé de la question de la production et de cette idée dont on hérite, qui est très forte encore, c'est que les humains seraient les producteurs, ils seraient aussi les principaux aménageurs. Ça, c'est une des phases du naturalisme, mais il y en a une autre qui est en fait complètement à l'opposé, qui est, disons, l'environnementalisme, où en fait on aurait l'impression que vu qu'on est trop destructeur, il faut mettre la nature sous cloche parce qu'elle serait fragile et donc ça donne des grands parcs avec parfois des dimensions très néocoloniales parce qu'on exclut les populations de ces espaces. Vous répondez à ça que en fait le vivant il n'est pas si fragile que ça. Comment penser la bonne distance ou relation de l'humain avec le vivant ? Un abysse. Je vais préciser parce que ça sera non. Enfin, tu peux préciser si tu veux. Non, parce qu'en fait, je me disais. Mais je peux réfléchir aussi. Si on lit en diptyque vos 2 livres, c'est-à-dire d'un côté Ranimer les braises du vivant, où en fait vous travaillez avec des associations qui pensent qu'il faut laisser la forêt se régénérer, et de l'autre côté Rendre l'eau à la terre, où en fait vous nouez des alliances interespèces et vous agissez, c'est 2 modalités complètement opposées, mais qui marchent bien ensemble quand même, quoi. Ouais, c'est très juste. C'est vraiment intéressant parce que on me fait là, vous me le faites pas sous la forme d'un reproche, au contraire d'un paradoxe fécond, mais régulièrement, on me le fait pas sous la forme d'un reproche, mais des gens qui me disent mais on comprend pas. Dans le livre précédent, tu nous avais dit ça, alors nous on était tous partis par là, et puis alors maintenant tu nous dis l'inverse. Mais pas du tout. Je dis pas du tout l'inverse, c'est très simple. Peut-être on peut développer ces exemples. Oui, on peut développer, oui. Donc, le premier cas, c'est la question de la libre évolution. Donc, le milieu... alors, c'est très intéressant. Quelles sont les différences ? Déjà, c'est des questions de milieu. Le milieu en question, à dominante, c'est la forêt. La forêt, c'est très particulier. La forêt, c'est un monde qui a, sous sa forme de forêt mixte, au moins 130 millions d'années, sous des formes antérieures, 400 millions d'années. La forêt, c'est une puissance
de collaboration, d'interaction entre espèces qui génèrent des écosystèmes en modulant la quasi-totalité des paramètres du milieu. C'est complètement fou, une forêt. Ça modifie le taux d'humidité dans la forêt, ça modifie le taux d'accès de la lumière, ça modifie les vents. Et vous le savez aujourd'hui avec les théories de la pompe biotique, vous avez entendu parler de ça, les forêts font monter leur propre humidité et en même temps elles synthétisent des terpènes et des composés organiques volatiles qui vont favoriser la nucléation de l'humidité en nuages, de manière à elles appellent les pluies. Et en appelant les pluies, elles maintiennent justement les conditions optimales pour que la forêt ne devienne pas un désert. Le grand problème d'une forêt, c'est de ne pas devenir un désert. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la forêt a... Alors le concept, il est un peu philosophique. Je le dis pour ceux qui le percutent et pour les autres, je l'explique tout de suite. Elle a une normativité autonome. C'est-à-dire que c'est un milieu qui sait très bien se déployer tout seul, puisqu'il le fait depuis des millions d'années. Pour le dire autrement, quand il y a un forestier de la tradition germanique rationaliste qui dit « sans nous, sans mon travail, la forêt est à l'abandon, la pauvre, elle ne va jamais s'en sortir », il faut qu'il se souvienne qu'il y a 7 millions d'années, c'était un singe et il est descendu de la forêt et qu'elle allait très bien et qu'elle n'avait pas besoin de lui pour faire ça. Donc, normativité, c'est-à-dire qu'elle a une autonomie dans son mode de déploiement. Et nous, on hérite d'une tradition forestière idéologique dans laquelle on considère que toute forêt qui n'est pas aménagée par l'humain est à l'abandon. C'est-à-dire qu'elle est défaillante quant à jouer son propre rôle de forêt. Et pour lutter contre ça, on a porté à plusieurs un concept qui s'appelle la libre évolution, qui dit non. Bien évidemment, on va continuer à exploiter des forêts. On va le faire autrement. On va imaginer des sylvicultures douces, des sylvicultures d'accompagnement. Mais parallèlement, il est nécessaire que, comme société, on laisse des forêts se déployer sans forçage anthropique. Et c'est presque... il y a un enjeu pour moi qui est philosophique, politique fort, qui est de dire, comme société, on doit reconnaître que le libre déploiement des milieux n'est pas une forme de défaillance ou de déficience. Ok, ça c'est libre évolution. Donc vous voyez, et cette libre évolution n'exclut pas les humains. Elle exclut les forçages anthropiques. Alors qu'est-ce que c'est un forçage anthropique ? De manière générale, faut pas couper tous les arbres. Toute action humaine qui ampute une dynamique du milieu, qui l'empêche de se ressemer lui-même, qui l'empêche de vieillir lui-même, qui empêche les arbres de mourir debout pour faire des habitats, qui empêche les arbres de tomber au sol et de se décomposer au sol, toutes les actions humaines qui amputent ces dynamiques sont des forçages anthropiques. Mais la présence des humains est bienvenue, de 1000 manières, parce qu'on est des renards comme les autres. Libre évolution, en contexte. Et donc, bien évidemment, moi, j'ai essayé de construire à ce moment-là un concept de libre évolution qui n'est pas du tout misanthrope. Moi, j'ai un petit problème avec le fond misanthrope d'un certain pan de la pensée écologique. C'est-à-dire la nature serait mieux sans nous, quoi. Oui, et la nature est mieux sans nous. On est nécessairement une force de profanation. On est trop nombreux. Il va falloir qu'on disparaisse. Et puis même de manière générale, là, justement, ça c'est vraiment un héritage de la pensée dualiste de la nature. Moi je suis un darwinien, je suis un mammifère. Je ne sais pas vous, mais personnellement je suis un mammifère. Je ne me sens absolument pas étranger au déploiement de n'importe quel milieu vivant. Donc je ne me sens jamais, j'ai jamais le sentiment de profaner un milieu en y étant. Je peux mal agir dans un milieu de manière à être destructeur, mais ma présence ne peut pas être une profanation. J'appartiens autant à une forêt que les êtres. Donc, libre évolution sous une forme non dualiste, non misanthrope. Mais c'était pas du tout une défense dans l'absolu dogmatique de il faut laisser les forêts, faut laisser toutes les forêts en libre évolution. Et en effet, le clash, ce qui peut sembler paradoxal, c'est Rendre l'eau à la terre, donc le livre qu'on a co-constitué avec Suzanne Husky, qui a pensé et réalisé les aquarelles, et moi j'ai fait le texte.
qui est un livre donc sur cette fois-ci les rivières. Et là, les rivières, c'est très particulier. C'est un autre milieu, c'est un milieu qui a aussi une normativité autonome, vous vous souvenez, mais c'est un milieu qu'on a tellement abîmé, qu'on a tellement... C'est pas incapable le mot, mais imaginez un système immunitaire tellement fragilisé que la possibilité pour les puissances de régénération de la rivière elle-même ait énormément de mal à se réveiller, quoi. Et à ce moment-là, moi, j'ai aucun problème avec l'interventionnisme. Encore une fois, je suis un mammifère. J'ai aucun problème avec l'action. J'ai aucun problème avec le fait d'agir sur un milieu. Je ne vais pas profaner un milieu en agissant dessus. Ça dépend comment je le fais. Donc là, c'est par des méthodes low-tech, peu intrusives. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide, c'est du soin. On aide la rivière à se guérir elle-même. Et donc, très concrètement, on réactive des forces, des processus dans les cours d'eau. On remet du bois dans l'eau, on lui permet de se diversifier, on lui permet de multiplier ses bras, on ressuscite des bras de rivière. Et là, le paradigme, c'est non-assistance à rivière en danger. En fait, si à un moment vous avez fragilisé des milieux au point que leur possibilité de se régénérer d'eux-mêmes est trop faible, à ce moment-là, il y a une responsabilité en tant qu'humain à intervenir. Donc il y a une diversité de visages, à mon sens, des relations qui sont à réinventer avec le vivant. Ça ne peut pas être dogmatique, c'est hyper contextuel. Ça aussi, moi, c'est une position qui n'est pas forcément... Enfin, personnellement, elle ne me choque pas. Donc, vous connaissez, il y a l'intellectuel général, universel, à la Sartre, qui a un avis très intelligent sur tout. Après, il y a l'intellectuel spécifique à la Foucault, qui a appris l'indignité à parler pour les autres, avec une focale pour soi. Puis après, il y a ma génération, l'intellectuel par dossier. C'est vraiment... où on travaille sur des contextes, sur des cas, sur des terrains, et où on ne fait pas de grandes théories générales sur ce qu'il faudrait faire. Mais dans le cas des rivières, vous vous êtes aussi inspiré du travail des castors, et avec aussi une idée de nouer des alliances inter-espèces. Est-ce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur comment réinventer d'autres relations aux vivants? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces formes d'alliances? Ouais, bien sûr. Oui, en même temps, c'est bien parce que ça va nous permettre de redescendre un peu sur le terrain, parce que là, on fait beaucoup de philo, là. Alors, le castor. En fait, ça a été un peu une sorte d'épiphanie pour moi. Parce que ça faisait des années que je théorisais la possibilité théorique d'alliance interespèces. Alors, je suis au courant que les animaux s'en foutent complètement, hein. Rassurez-vous, je suis au courant que les castors ne signent pas de pacte avec nous. Je suis au courant qu'il n'y a pas de traité de Versailles avec les castors. Je sais tout ça. Le concept d'alliance qui m'intéresse, c'est un concept qui vient de la géopolitique. C'est le concept d'alliance objective. Les alliances objectives, vous n'avez pas besoin de nouer de pactes explicites volontaires pour savoir qui sont vos alliés et qui sont vos ennemis. Dans une alliance objective, lorsque votre monde est fragilisé, lorsque le monde de deux formes de vie est fragilisé par le même ennemi, il y a une alliance objective. Lorsque leur action spontanée va dans la même direction et sert leur fin à chacun, il y a une alliance objective. Et en fait, j'étais fasciné par ce concept, mais je n'arrivais pas à trouver d'exemple qui soit vraiment, vraiment puissant, jusqu'à ce que je tombe sur lui. Donc c'est un mammifère, un rongeur, qui ressemble à pas grand-chose, mais qui, pour des raisons pas totalement élucidées, transforme son milieu de manière extrêmement spectaculaire. Et cette transformation est tellement ancienne qu'elle est devenue architectonique. Pour le dire autrement, les castors dans l'hémisphère nord transforment les fonds de vallée, les milieux rivières, de manière à ralentir l'eau, pluraliser les flux, depuis au moins 8 millions d'années, de telle manière que les autres espèces
sont venus habiter dans la maison que le castor construit. C'est une espèce architecte, pour le dire autrement. Et donc, par définition, la très grande diversité des espèces de fond de vallée a vécu pendant des millions d'années dans des habitats, dans certains contextes, façonnés par les castors, et donc ils prospèrent. Et l'une des raisons pour lesquelles la vie prospère, c'est parce que, c'est l'autre aspect, le castor est une force géologique. Lorsqu'il est présent, il y a vraiment des effets géologiques, c'est-à-dire à l'échelle des continents, à l'échelle continentale. Sa vocation sur cette terre, c'est de ralentir l'eau, c'est de garder l'eau. Si on n'était pas en contexte de changement climatique, j'aurais peut-être pas choisi cet exemple. Mais il s'avère que dans le contexte qui est le nôtre, dans lequel on a éradiqué les castors à partir entre le XIIe et le XVIe siècle en Europe, donc on est en amnésie environnementale totale à l'égard de ce qu'étaient les rivières pendant 8 millions d'années dans notre hémisphère. Ensuite, on a drainé la totalité des continents. On a accéléré le cheminement de l'eau, on a vidé les sols qui sont des éponges, on a mis du béton à la place, on a compacté les sols, on a drainé les prairies humides, on a drainé les zones humides, on a drainé les zones agricoles. Donc on a généré une sécheresse hydrologique systémique sur laquelle le changement climatique s'ajoute. Les sécheresses du changement climatique ne sont pas l'essence du problème. L'essence du problème, c'est que ça fait 2 siècles qu'on a drainé la totalité des territoires, c'est-à-dire qu'on les a rendus incapables de garder l'eau avec nous pour la vie. Et qu'est-ce que fait le castor? C'est quand même pratique. Il fait l'inverse. Il garde l'eau pour tout le monde. Et donc voilà, pour moi, une alliance magnifique. Parce que, typiquement, on a un animal qui, dans sa manière spontanée d'exister, contribue à la régénération du milieu, contribue à protéger les milieux contre les incendies, contre les sécheresses, contre les crues, juste par son activité la plus spontanée. Et il le fait à chaque fois qu'on le laisse vivre, quoi. Mais ça veut dire que quand vous faites les aménagements, en fait, ça favorise aussi sa réintroduction au castor? Son retour, ouais. Sa réintroduction, comme le sait le ministère, c'est pas évident. Donc, c'est un dossier, la réintroduction, mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est pour X raisons, je vous épargne les enjeux administratifs. Par contre, son retour, oui. En vérité, à terme, la beauté de la chose, et sur le site où on a beaucoup travaillé dans la Drôme, où j'ai passé 2 ans de ma vie marié avec une rivière. D'ailleurs, ça m'a coûté mon couple. Non. Mais, enfin, je viens de faire le lien de causalité et ça me laisse perplexe. Ah non, c'est pas vrai. Eh bien, là, justement, c'est des zones dans lesquelles on est dans les espaces limitrophes des habitats castors. Et on a fait ça pour qu'ils reviennent. Donc on a créé un système magnifique, aujourd'hui la ville a repris, donc il a disparu, on ne voit plus de traces humaines. Et chaque année, il vient visiter. Et je ne comprends pas pourquoi il ne reste pas. Il est resté 9 jours la première année, je l'avais sur le piège photo, il est revenu, il n'est pas resté. Il est pareil l'année suivante. Donc, Là, les 2 exemples que vous donnez, à la fois la libre... C'était quoi la libre évolution. La libre évolution et les travaux low-tech que vous avez fait sur les rivières, c'est des formes d'engagement et de lutte qui sont pour la défense d'un milieu. Et vous dites aussi qu'aujourd'hui, c'est bien plus simple de lutter contre le système capitaliste, etc., que lutter pour. Est-ce que le nouveau chantier là, que vous ouvrez avec la question du droit, c'est aussi dans cette dynamique de créer des outils qui seraient utiles pour défendre un monde et pour lutter pour et pas contre? On bascule sur... On bascule. Ouais, super. Tout est très préparé. Oui, c'est intéressant dit comme ça parce que... Combien de temps il nous reste? 20 minutes. Ok. En effet, moi, depuis mon individuation politique, où j'appartiens quand même au camp de la pensée critique, je viens d'un monde de lutte qui est un monde de lutte critique, mais comme philosophe, alors voilà, comme philosophe, je suis un assez mauvais philosophe critique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas trop faire ça. Enfin, c'est pas mon ton, c'est pas mon domaine.
J'appartiens plutôt à la tendance reconstructive. Et comme j'ai aucune vocation hégémonique, tant mieux. Il faut que chacun fasse ce qu'il sait faire. Et sur cette question du droit, c'est quelque chose qui nous a beaucoup animés. Alors, il faut que je fasse quelques phrases de contexte pour ensuite répondre à la question du pour et du contre là-dessus. Alors, ok. Donc, juste pour que vous situiez les choses. Il y a 10 ans, je rencontre Laurent Néré, qui était juriste à la Sorbonne à l'époque. Et c'est quelqu'un d'assez décisif. C'est agréable qu'il ne soit pas là, parce que je peux vraiment dire tout le bien que je pense de lui quand il n'est pas là. Quand il n'est pas là, il est gêné. C'est un juriste qui a, pas du tout médiatique, mais qui a joué un rôle très important, c'est qu'il a contribué à changer le droit dur, la réalité du droit. Notamment, il est à l'origine d'un point de droit qui s'appelle le préjudice environnemental pur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Avant ça, lorsque une multinationale, par hasard, portait atteinte à un milieu, mais que cette atteinte au milieu n'était pas estimable en dommages à des humains, elle ne pouvait pas être considérée comme coupable. Il fallait qu'on puisse quantifier un dommage sur les humains. Je dis, c'est très schématique ce que je raconte, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Le préjudice environnemental pur, c'est l'idée que lorsqu'un milieu est atteint, même s'il n'y a pas de dommage sur les humains, il y a atteinte, c'est-à-dire qu'il y a crime. Et c'est à la lumière de ce point que Total a été condamné au moment du naufrage de l'Erika. Donc c'est pas du tout anodin. Et donc, avec Laurent, on se retrouve après la COP 22, et après un an d'enthousiasme de la COP 21, vous vous souvenez, c'était une autre vie, quoi. Oh la vache! Ou je ne sais pas quel était votre rapport à ça, mais c'était quand même il y a eu un grand moment diplomatique autour de la COP 21. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, les COP, on n'en peut plus, mais la COP 21, il s'est passé quelque chose de très important du point de vue de la diplomatie climatique. Et puis, dès la COP 22, on a commencé à déchanter. Et avec Laurent, on suit ça de très près. C'est notre littérature scientifique. Et on s'est lancé dans une enquête sur ce paradoxe qui me fascine. Pourquoi le droit environnemental a des décennies, il est pléthorique. Il y a des textes partout. Il y a plus de 500 textes de droit environnemental, international, national, régional. Il est sophistiqué, il est complexe, il est absolument pas à la hauteur actuellement. Dès que les enjeux deviennent existentiels, il ne peut pas produire les effets de protection de ce qui doit être protégé, à savoir les conditions de la vie sur Terre telles que nous la connaissons. Ok. Ça nous semblait incompréhensible. Et donc, on a passé des années à enquêter là-dessus, à réfléchir. Et à un moment, on a eu cette intuition, on a eu une idée. On a eu une idée. Alors, comment est-ce que je vais vous expliquer cette idée ? Dans le droit, il y a des lois. Ah, si je passe par là, parce que c'est intéressant. En fait, il y a une très grande diversité épistémologique des types de droits, des types de lois, des types de règles. D'accord ? Par exemple, il y a des droits qui sont de style réglementaire. Le droit environnemental, c'est beaucoup du droit réglementaire. C'est des taux, c'est des quantités précises. Certains disent que c'est des droits à polluer. Et puis, il y a d'autres objets dans le droit qui sont des objets beaucoup plus amples et souvent plus ouverts, moins définis. Par exemple, le concept de liberté, l'égalité comme valeur, la dignité depuis Nuremberg. Et en fait, ces deux entités n'ont pas du tout la même importance dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Alors, maintenant que j'ai mis ça en scène, je vous le raconte autrement. Si jamais je vous dis qu'il vous est interdit de torturer, je limite votre liberté. D'accord. Votre liberté, la liberté est une valeur protégée dans le droit romano-germanique de notre tradition. C'est une valeur protégée au plus haut niveau. On a fait des révolutions pour elle, vous vous souvenez ? Et pourtant, si je vous dis que vous n'avez pas le droit de torturer, donc je limite votre liberté, vous n'êtes pas complètement choqué. Pour quelle raison ? Parce que vous n'avez pas le droit de torturer, votre liberté est limitée au nom d'une autre valeur protégée, de très haute valeur dans la hiérarchie des normes, qui s'appelle la dignité humaine, et qui a émergé après Nuremberg en réponse aux atrocités nazies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que
dans le droit pour limiter une valeur protégée, comme la liberté ou l'égalité. On ne peut le faire qu'au nom d'une autre valeur protégée d'importance normative analogue. Qu'est-ce que c'est le droit environnemental maintenant ? C'est, vous dites à un agriculteur, tu n'as pas le droit de dépandre des pesticides à proximité des maisons, à proximité d'une source. On limite sa liberté d'entreprendre. Très haute valeur dans l'ordre normatif. Au nom de quoi ? Ah ben c'est pour contrainte environnementale. C'est des raisons réglementaires. On n'a pas le droit. Vous sentez la nature du problème. Pourtant, épandre des pesticides dans une source ou dans une nappe phréatique, c'est littéralement vital. C'est un problème vital. Mais nous n'avons jamais nommé dans le droit de valeur protégée qui soit capable de s'opposer efficacement aux valeurs qu'on a consacrées, comme typiquement la liberté d'entreprendre. Parce que c'est au nom de ça que systématiquement les arbitrages sont gagnés par le business as usual. Et si vous regardez, au XVIIIe siècle, plus ou moins, on fait émerger la liberté en réponse à l'arbitraire royal. C'est autour de la Révolution française, par exemple, mais le mouvement est à certains égards international. Au XIXe siècle, il y a des textes fondamentaux ou codes civils dans le droit américain qui font émerger l'égalité face à la loi comme une valeur protégée d'importance cardinale. Au XXe siècle, en réponse aux atrocités nazies, on fait émerger la dignité. C'est plus ambivalent, c'est plus complexe, c'est plus international, mais peu importe. C'est reconnu par le Conseil constitutionnel français. C'est l'article 1er de la Constitution allemande. C'est à l'origine de la CEDH et de la Cour pénale internationale à La Haye. Mais on n'a jamais formulé de valeurs protégées de très haut niveau normatif pour défendre les conditions de la vie sur Terre. Et donc voilà, avec Laurent, on appelle ça habitabilité. Le principe habitabilité. Le principe habitabilité, c'est la protection de ce qui produit les conditions de la vie sur Terre est d'une importance cardinale. Et ce qui produit, c'est pas nous, c'est la vie. J'aurais pu mettre coproduit, mais personne n'aurait rien compris. Il y a un truc qui m'a beaucoup intéressée dans le tract qui va sortir la semaine prochaine et que j'ai eu la chance de pouvoir lire un petit peu en avance. C'est que donc, vous prenez cette voie du droit et tout de suite vous posez deux objections pour les contredire, c'est-à-dire le droit qui a gravé dans le marbre la question de la dignité et empêché les crimes contre l'humanité. En fait, on le voit aujourd'hui depuis ce qui se passe à Gaza et même au Liban depuis quelques jours. Il est violé en permanence. Et puis l'autre objection que vous lui apportez, c'est finalement la question écologique, c'est pas une question de droit, mais c'est une question de rapport de force, et notamment de rapport de force avec les multinationales comme Total ou la politique. Comment vous arrivez à les retourner, ces objections, et à penser quand même que l'outil du droit peut être fondamental aujourd'hui pour sauver la vie sur Terre ? Sauver, je ne sais pas, mais en tout cas, avec Laurent, on est persuadé qu'il y a des brèches réelles, des possibilités de transformation dans le droit et des possibilités d'effet sur l'économie réelle. C'est fascinant ces objections parce que Laurent, il croit dans le droit. Moi, à l'origine, pas trop. Et donc, ça a été des grands débats entre nous, parce que lui, il avait là une sorte de foi spontanée. Je pense que d'un point de vue réaliste, il a quand même raison. C'est-à-dire, le droit produit des effets extrêmement significatifs d'ordonnancement du monde social. Et c'est pas anodin de prendre comme analogie les valeurs protégées, parce que la liberté et l'égalité, je veux dire, ce serait un luxe indécent de dire qu'elles n'ont pas transformé en profondeur l'organisation du monde social. Je dis pas que nous sommes une société égalitaire. Je suis au courant, hein. Mais regardez, comparez notre société et les effets de la valeur protégée égalité avec des sociétés qui sont intrinsèquement inégalitaires, qui sont juridiquement inégalitaires, c'est des mondes complètement différents. La possibilité de dire ce que je dis là est liée au fait que nos formes sociales ont été façonnées par la liberté comme valeur protégée. Que ce soit imparfait, que ce soit capturé, récupéré, il n'y a aucun doute. Que ce soit profondément transformateur, il n'y a aucun doute non plus. Et on revient à la question de qu'est-ce qu'on garde de la modernité. Gardez-moi la liberté, s'il vous plaît, parce que les régimes totalitaires, on connaît, en fait. On a vu.
Et donc, première objection, ah oui, donc ces objections, moi, elles m'animaient, bien évidemment, mais en fait, c'est des objections un peu d'amoureux déçus. Quand on dit la dignité n'a pas arrêté les génocides, ben, en fait, on est au courant, mais qui croyait qu'un mot allait arrêter la main des brutes? Enfin, c'était pas dans le cahier des charges, il y a un malentendu. C'était pas ça la vocation de la dignité à l'origine. Un mot n'empêche pas les meurtres de masse. Un mot fait dans le droit reconnu aux divers niveaux par la communauté internationale, par les jurisprudences nationales, par les cours régionales. Il produit des effets qui sont décisifs, mais plus discrets. C'est qu'il ne supprime pas le mal, il supprime la tranquillité du mal. La dignité n'a pas supprimé le mal, elle a supprimé la tranquillité du mal. Vous ne pouvez pas faire le mal complètement en paix. Pardon, mais c'est énorme. Et on est exactement dans cette situation concernant la crise écologique. C'est-à-dire que c'est totalement l'économie de l'illimité détruit les conditions de la vie en toute tranquillité. Et donc, cette capacité de supprimer la tranquillité du mal, et donc ça, je pourrais en parler des heures sur comment même la valeur de la dignité l'a fait. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de la déployer sur les enjeux d'habitabilité. L'autre élément qui est fondamental, l'autre argument clé, et moi, c'est celui qui me convainc le plus. Je suis rarement convaincu par mes propres idées, mais celle-là, Afi va me convaincre. C'est un sentiment assez agréable de temps en temps. Il ne faut pas que ça aille trop souvent, quand même, par contre. Pour moi, il y a un malentendu, il y a une confusion entre deux fonctions d'une valeur protégée. Et là, je vais parler de la dignité. Donc la dignité, vous vous souvenez, c'est une valeur protégée qui est formulée en creux, on va dire, c'est la valeur protégée pour lesquelles le crime contre l'humanité et le crime de génocide, qui sont formulés par la auteure Parker Lemkin, autour de 1900, qui passe dans le droit au moment de Nuremberg, c'est la valeur protégée que ça protège. Il y a crime contre l'humanité parce qu'il y a dignité, d'accord. Et la dignité, en fait, ça a deux fonctions qu'il faut distinguer. Moi, j'appelle ça la dignité comme main, dans sa capacité à ralentir, empêcher, minimiser les crimes. Et là, historiquement, on a des raisons de penser que ça a produit dans certains contextes ces effets. C'est difficile à documenter parce que par définition, c'est des crimes qui n'ont pas eu lieu. Mais indépendamment de ces effets-là et des effets concrets dans le droit dur de la dignité, sur l'abolition de l'esclavage, sur tout un pan d'avancées juridiques, il y a un autre pan d'une valeur protégée qui s'appelle la dignité comme sens de la vue. Pas la main, mais la vue. Et le sens de la vue, c'est-à-dire rendre visible collectivement la frontière entre l'humain et l'inhumain. Pour le dire autrement, quand on se pose la question est-ce que la dignité c'est efficace ou ça sert à rien, il faut comparer avec le bon comparant. Si vous comparez avec un monde dans lequel, parce que 3 juristes auraient dit « Oh, il y a une dignité humaine », et bien à ce moment-là, il n'y aurait plus eu de crime de masse, en effet, vous allez être déçu. Si jamais vous comparez, et moi c'est ça le comparant qui me fascine, imaginez une société qui, à Nuremberg, voyant les images, vous vous souvenez ces scènes terribles, le moment où sont projetés les films, des camps, aurait dit « Ah, bon, là, il n'y a pas vraiment besoin de formuler de valeur protégée. Là. Bon, finalement, ça nous semble assez normal. Le droit n'a pas à se mettre à la hauteur. On peut travailler à droit constant. » La dignité, c'est la réaction qui dit « En fait, non. » Il faut qu'on formule collectivement la limite entre l'humain et l'inhumain dans nos relations entre nous. Et ça donne positivement la formulation de la dignité dans le premier article de la nouvelle constitution allemande. C'est bouleversant, parce que c'est là que c'est formulé. La dignité humaine est intangible. Et c'est le rôle de la puissance publique de la protéger. Donc vous sentez les échos du trauma derrière. Et pour nous, habitabilité, c'est la même chose. En fait, actuellement, nous vivons dans une situation de cécité collective quant au fait que porter atteinte aux conditions de la vie sur Terre est extrêmement grave. On n'a pas tracé la frontière entre l'humain et l'inhumain. Non pas dans nos relations aux autres humains,
mais dans nos relations avec le monde vivant. Et donc, à cet égard, formuler une valeur protégée, à mon sens, c'est le moment où on est capable d'être à la hauteur des enjeux du siècle, quelle que soit l'effectivité concrète, que j'espère bien sûr, de la chose. Eh ben, merci beaucoup. Merci.